Tu veux revenir sur la pièce Good Night and Good Luck qui a été présentée en direct à CNN, je crois que c'était dimanche soir, si je ne me trompe pas, avec George Clooney. D'ailleurs, c'est George Clooney qui l'avait coécrite, cette pièce-là. Il l'avait transposée en film. Il avait fait un film, en fait, c'est un scénario. Et là, maintenant, c'est une pièce sur Broadway qui a brisé tous les records de vente de billets de l'histoire de Broadway. Et c'est une métaphore, bien sûr, du journalisme qui se bat contre l'autoritarisme de Donald Trump, entre autres. Là. Richard, la raison pour laquelle je voulais qu'on en parle, c'est évidemment parce que ça soulève des questions fondamentales, mais je précise tout de suite que au cas où les gens qui nous écoutent se demanderaient de quoi on parle, je crois que la pièce peut être revisionnée sur le site de CNN. Évidemment, c'est du théâtre filmé. Ça pourrait décourager a priori des gens quand je dis ça, mais non, non, c'est pas seulement pour les nostalgiques comme toi et moi qui se rappellent du théâtre filmé des beaux dimanches. Non, non, c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental et je crois que tu as tout à fait bien campé l'affaire. La pièce parle du célèbre affrontement entre le journaliste Edward Murrow et le sénateur McCarthy au début des années 50. Ça pose des questions fondamentales sur le pouvoir politique et le rôle des médias, mais en fait, ça retrouve toute son actualité, parce qu'à bien des égards, je pense qu'on peut dire, Richard, que le Trumpisme est une forme de nouveau macartisme, et Trump, comme McCarthy jadis, est en guerre contre les médias, ou en tout cas contre certains d'entre eux, et d'une certaine façon, pense-y, les deux, McCarthy jadis et Trump aujourd'hui, utilisent les mêmes armes. J'en vois trois. D'abord, évidemment, la peur, c'est-à-dire briser des carrières, couper des subventions, faire perdre des contrats, les mensonges lancés en rafale, l'idée ici étant que ça prend une seconde pour lancer un mensonge, mais ça prend souvent beaucoup de temps pour établir les faits. Donc, tu es toujours en train de jouer en mode rattrapage par rapport au menteur. Et finalement, les deux utilisent ce que j'appellerais la diabolisation de l'adversaire. C'est-à-dire que si tu ne penses pas comme eux, tu es un mauvais Américain. Et ça soulève des questions fondamentales. Et écoute, le Trumpisme et aussi peut-être le wokisme aussi, non? Parce que le wokisme aussi veut imposer aussi une censure à certains Oui, médias. oui, mais en même temps, rappelle-toi de comment la pièce se termine. George Clooney, Edward Murrow, quelque part dit, c'est aussi à nous, les médias, de faire notre examen de conscience. C'est trop facile pour les médias de se draper, si tu veux, dans la pureté et l'angélisme et de dire non, non, tout le mal est de son côté. Tu sais, il dit à un moment donné, nous, les médias, il faut aussi qu'on se demande, c'est quoi notre rôle? Est-ce que c'est d'informer? Est-ce que c'est de divertir? Est-ce que c'est de Mais militer? Et d'une certaine façon, Richard, la réponse est un peu de tout ça. Il est normal que dans le panorama mais médiatique, il faille offrir un peu de tout à tout le monde. Mais tu n'as pas l'impression que le divertissement devient omniprésent? Question toute simple, Richard. Il en reste combien dans nos médias d'émissions d'affaires publiques dans lesquelles on prend le temps de vraiment ben, fouiller à fond un sujet complexe? c'est le bémol que je mettrais sur cette pièce-là de George Clooney qui veut vraiment là, essayer de faire un parallèle entre Trump et Joseph McCarthy. Mais le milieu des médias, c'est pas le même que dans les années Bien sûr, 50. Ça bien n'a sûr, rien bien à sûr, voir. bien On sûr. parle ici de TikTok, on parle des médias sociaux, on parle de dire, là, on va ramener la bonne vieille figure là, de Edward R. Murrow, là, le gars qui regarde là, les gens qui... À l'époque, là, les gens regardaient la télévision, grand-papa, papa, les enfants regardaient la même émission, tout le monde ensemble. Il y avait... Bon, on n'est plus là, là. On On n'est est, plus on est, là, on, on, pantoute, là. on n'est plus là,
mais quand même, certaines questions demeurent. C'est-à-dire que oui, il y a Instagram, oui, il y a TikTok, oui, on peut déplorer que certains s'abreuvent à ces sites dans lesquels circule tout et n'importe quoi, et plus souvent n'importe quoi que la vérité, mais en même temps, il reste des médias traditionnels, si tu veux. Appelons-les ainsi, faute d'un meilleur terme. Et là, la question devient, est-ce que ces médias traditionnels, eux, doivent baisser la barre, doivent racoler, doivent donner du divertissement, doivent donner du fast-food, ou est-ce que eux n'ont pas justement pour mission de se dire, ben justement, Et- avec les moyens qui sont les nôtres, tentons au moins de contrebalancer ces sites de fausses nouvelles en faisant du travail rigoureux et sérieux. Par exemple, tu vois, Richard, une question, à mon sens, qui demeure, même si on n'est plus dans le même contexte, c'est la fameuse question de l'objectivité. Moi, excuse-moi, Richard, les temps ont peut-être changé, mais je crois encore à la distinction claire entre le reportage et le mais commentaire. Toi et moi, on fait du commentaire. Or, ce que je constate, c'est beaucoup de reportages qui se prétendent objectifs sont en fait du militantisme plus ou moins déguisé. Et là, j'ai un problème. Mais dans les années 50, CBS, ABC et NBC, les gros réseaux, Ouais, écoute, ils avaient des gonzillions de dollars. C'était tout à des fait. entreprises extrêmement puissantes qui s'adressaient à des gens qui avaient une certaine éducation. Correct. Aujourd'hui, les médias sont en train de crever la bouche ouverte. Ils n'ont pas le choix de faire un peu de divertissement puis tout ça, Oui, sinon ils vont mourir, un. je, Puis deuxièmement, le public est beaucoup moins exigeant qu'il l'était. tout à Le fait. public, maintenant, a une capacité d'attention d'un écureuil sur un double espresso. Tu Euh, sais, je, fait que si tu arrives avec une émission d'affaires publiques très sérieuse, puis tout ça, là, combien de gens vont t'écouter? Combien de gens? Tu sais? je comprends très bien que on est condamné à vivre dans cette espèce de nouvel univers médiatique bruyant et carnavalesque et qu'il y aura de moins en moins d'émissions de ce genre-là. Raison de plus pour essayer de lutter pour préserver quelques espaces. Mais même là, Richard, même là, sans pour autant avoir la nostalgie des émissions un peu arides de jadis, même quand on fait du journalisme plutôt conventionnel, ben moi, je m'excuse, j'ai un malaise avec la manière dont il est fait de nos jours. Je te donne un exemple. Quand quelqu'un dit moi je fais de l'opinion, je suis subjectif comme toi et moi, pas de problème. C'est dit, c'est clair, c'est assumé. Mais je commence à être pas mal. Non, je suis très, très fatigué de voir des reportages qui se prétendent objectifs, qui se prétendent sérieux et qui ne le sont pas du tout. Parce que, par exemple, on s'appuie sur des statistiques tronquées, parce qu'il y a une présentation sélective des faits, parce qu'on interviewe toujours la même petite poignée de pseudo-experts, parce que dans l'article, tu sens bien que la conclusion est écrite d'avance. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'interpelle, qui m'agace, et il me semble qu'on n'est pas obligé de suivre cette pente-là. Tu sais, aux États-Unis, actuellement, ceux qui se tiennent debout contre Trump, ce n'est plus les grandes figures d'information comme Ed Murrow. Ed Murrow, d'ailleurs, il le joue de façon sans aucun humour. Le gars, il se Oui. prenait au sérieux en taboire. Il parlait tout le temps sa même note, là. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui se tiennent debout et qui disent la vérité à Donald Trump, c'est Bill Maher, par exemple. C'est des Oui. gens comme Bill Maher qui utilisent l'humour, qui utilisent l'ironie, mais qui fait, c'est on est ailleurs. Tu sais, le côté Edward R. Murrow, là, Oui. qui a l'air d'un robot, puis tout ça, puis qui regarde les gens comme... Écoute, on est plus là. Non, tout à fait, Richard. Ne me comprends pas de travers. Je ne fais pas de nostalgie. Je regarde simplement certains phénomènes vraiment troublants. Par exemple,
Trump reproche aux médias souvent de ne pas être à son service. D'abord, évidemment, c'est pas leur rôle d'être à son service, Hum. mais plusieurs médias, en fait, se sont mis au service de Trump. Et je ne parle pas ici nécessairement uniquement de Fox News. Prends, par exemple, tiens, le révéré Washington Post. Hum, hum, Ben, quand hum, Jeff hum. Bezos a acheté le Washington Post, il a interdit à l'équipe éditoriale de se prononcer contre Donald Trump. Idem pour le Los Angeles Times. Autrement dit, beaucoup de médias embrassent la bague du cardinal. Mais Et pas seulement la ça, bague du cardinal, parce qu'il y a des gens au New York Times qui ont quitté le New York Times parce qu'ils disent on oui, ne peut plus maintenant aussi, critiquer le wokisme aussi, parce qu'on se fait traiter de raciste, on se fait traiter d'homophobe, on ne peut plus rien dire sur la théorie du genre, sur l'antiracisme et tout ça. Et ça, c'est une culture qui est soft. C'est une culture qui vient peut-être pas nécessairement de la Maison-Blanche, c'est pas une culture qui est imposée par quelqu'un qui a le pouvoir, mais c'est une culture qui est imposée par les universités, comme tu dis oh oui, souvent, c'est une censure soft, mais selon moi, qui est absolument. aussi menaçante que l'autre censure qui vient du président. Absolument. Je crois que mon point est que d'une certaine façon, à toute chose, malheur est bon. Hmm. Quelque part, Trump force aussi les médias à une réflexion sur eux-mêmes. Bien entendu, la réflexion, elle est antérieure à Trump. Quand, évidemment, tes annonceurs s'en vont, puis que tes codes d'écoute chutent, c'est évident qu'il faut que tu te remettes en question. Mais, tu sais, par exemple, tu sais, Richard, nos médias, là, d'une certaine façon, prends ici les grands médias traditionnels. Nos médias, à mon humble avis, sont un filtre à deux titres. D'abord, il y a en circulation tous les jours, tous les matins, quand tu te lèves, il y a un paquet d'histoires qu'on pourrait choisir de couvrir. Mais comme on connaît évidemment l'attention réduite de l'auditoire ou du lectorat, on sélectionne de quoi on va parler et qu'est-ce qu'on va totalement ignorer. Déjà là, il y a un biais en partant. On peut choisir de t'ignorer. Sophie en faisait justement la remarque en disant certains médias ont délibérément fait l'impasse sur mon essai parce que je disais des choses dérangeantes. Donc, de quoi on parle et de quoi on ne parle pas. Puis ensuite, Mhm. le deuxième biais, c'est comment on va en parler. Ben moi, j'ai un problème avec la fausse objectivité. Mhm. Évidemment, il y Mhm. a, il y a- il y a- Mhm. il y a- il y Mhm. a- il y a toutes sortes d'autres questions complexes. Par exemple, les journalistes seraient peut-être plus courageux s'ils se sentaient davantage soutenus par la direction des médias. Toi et moi, on a souvent écrit des choses pas piquées Mhm. des verres. On Mhm. sentait que nos Mhm. boss nous appuyaient. On Mhm. sentait que ça allait brasser, puis ils nous disaient, écoute, assume ce que tu écris, puis go, on y va. C'est pas tous les gens dans les médias qui ont cette position-là un peu privilégiée que nous, on a. Puis en même temps, tu sais, quand j'entends des gens dire on ne peut plus rien dire de nos jours, ben, tu sais, toi et moi, là, on se gêne pas, là, tu sais, on dit ce qu'on pense, là. À un moment donné, il faut aussi se tenir debout, faire preuve de courage, puis c'est quelque part aussi ce que le Mhm. sombre Edward Morrow Clooney dit à la fin. À un moment donné, il faut faire un examen de conscience, puis se dire est-ce que je vais dire ce qu'un paquet de gens ne veulent pas entendre? Et donc, en ce sens, même si oui, le contexte a changé, même si on n'est plus dans les années 50, c'était une pièce de théâtre que j'invite les gens à aller Ben, visionner parce qu'elle dit encore des choses pertinentes aujourd'hui. et écoute, d'un simple point de vue culturel, ça montre, les gens l'ont écouté. Tu sais, l'époque où il y avait des pièces de théâtre à la TV, c'était le fun aussi. Oui, C'était le fun aussi. Il y en a oui, plein de bonnes pièces de théâtre. Tu sais. La pièce de théâtre, si tu rates, tu peux plus la revoir. Tu sais, tandis que oui, quand c'est diffusé à la télévision, je sais pas, il me semble qu'il y aurait oui. un endroit, il y aurait une place pour ça. Ouais. Mais bon, Mais en même malheureusement. temps, tu sais, Richard, il m'arrive de désespérer. Puis quelque part, il arrive toujours quelque Hmm. chose qui me redonne un peu confiance. Tu sais, toi puis moi, Et, on a souvent dénoncé la culture fast-food. Ben, rappelle-toi, l'an dernier, Oppenheimer, un film de quasiment 3 heures où oui. ça jase en maudit. Énorme succès. Cette année, The Brutalist, un film pas évident,
pas facile, qui quand même a trouvé son public. Fait que, tu sais, résistons aussi quand même Tout à quelque fait. part au cynisme et au tout est foutu. Non, c'est pas vrai. Tout C'est n'est pas bon. foutu. C'est bon. Tu as vu le prochain film de Christopher Nolan? Ça va être quoi? Non, parle-moi-en, parle-moi-en. Ça va être Hiroshima. Oh là 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 là. Non, Il non, prend non, des c'est petits James sujets, Cameron. hein. Excuse-moi, James Cameron va faire Hiroshima. Ouf. C'est son Bon, prochain OK. film. Wow, ça, OK. ça va être du lourd, mon gars. Ouais. D'ailleurs, on se parle de cinéma demain pour la Ça dernière marche. de la C'est saison. beau. Merci. Salut. Salut. Bye.